du pont de Weston. Le pont de Weston, il est constitué en fait d'un générateur et de 4 résistances. Dans ces 4 résistances, vous avez une résistance inconnue, celle qu'il faudrait déterminer. À côté de ça, vous avez les résistances RA et RB qui sont connues avec grande précision. On parle de quelques pourcents ou un demi% d'incertitude sur ces résistances. On essaye de les choisir pour qu'il y ait un multiple de 10 ou de 100 entre les deux. À côté de ça, vous avez la résistance qui va permettre l'équilibrage. Donc en réalité, ce sont des résistances variables, soit des boîtes à décades ou d'autres systèmes que l'on verra un petit peu par la suite pour faciliter la fonctionnalité de la mesure. À côté de ça, vous retrouvez ici un millivoltmètre qui va permettre de mesurer le déséquilibre. Alors, donc pour trouver les relations qui nous intéressent, la relation finale, elle est exprimée ici. J'ai envie de dire, ça c'est la relation qui va nous permettre de trouver la résistance inconnue. On voit en fait qu'au final, on retrouve les résistances A, résistance B et la résistance d'équilibrage en fait. Donc pour arriver en fait à cette solution, on exprime dans un premier temps la tension UAB qui peut s'exprimer comme étant la somme de la tension UAC et UCB, même chose de l'autre côté, c'est la somme de UAD plus UDB. On peut évidemment exprimer la loi d'Ohm pour exprimer les tensions en fonction des résistances et des courants, puisqu'au final, ce qui va nous intéresser, ce sera uniquement les résistances. Donc c'est plutôt cette équation-ci qui va nous intéresser. On va aussi se placer dans un cas particulier, le cas particulier où on aurait un équilibre parfait, c'est-à-dire que la tension entre C et D serait égale à 0. Ça signifie aussi que s'il n'y a pas de tension entre C et D, il n'y a pas non plus de courant qui circule entre C et D. Alors, pour l'exemple ici, ce n'est pas le cas. Vous avez un déséquilibre qui est mesuré par l'appareil de mesure. C'est parce que vous n'avez pas un équilibre parfait. En général, dans la pratique, l'équilibre parfait n'arrivera sans doute jamais. Mais on va essayer de se rapprocher au maximum de cet équilibre. Alors donc, théoriquement, donc on va partir de la théorie, si on avait un équilibre parfait, donc ça signifie en fait que la tension CD est nulle et donc pas de courant entre C et D, même chose. Ensuite, on va exprimer donc à partir du moment où on est au même potentiel entre C et D, on peut exprimer que la tension entre A et C et A et D sont les mêmes. C'est ce qui est exprimé ici, je vais dire, avec l'équation numéro 1. Même chose pour l'équation numéro 2, en fait ce sont les deux résistants du dessous qui vont avoir évidemment la même tension. Ce qui découle également de cette situation d'équilibre, c'est que le courant IA égale au courant IB et que le courant d'équilibrage est égal au courant qui va circuler dans la résistance inconnue. On va prendre ces équations, donc l'équation numéro 1 que l'on va exprimer en faisant apparaître les résistances, donc la loi d'Ohm. Donc c'est assez simple, donc RAIA est égal donc à la résistance d'équilibrage fois son courant, de même que le courant RB, la résistance RB parcourue par le courant IB est égale à Rx fois Ix. Alors on va prendre les équations 3 et 4. 3 et 4, c'est-à-dire que les courants sont les mêmes, que l'on va remplacer en fait dans les équations 5 et dans les équations 6, ce qui va évidemment nous simplifier la tâche. C'est-à-dire que à chaque fois que vous aurez IB, on va le remplacer par IA, et à chaque fois qu'on va avoir IX, on va le remplacer par I équivalent. Donc ça veut dire qu'en fait on se retrouve avec deux équations, l'équation 7 et l'équation 8, qui sont exprimées ici, et qui font intervenir les mêmes courants. Donc on choisit d'éliminer
les courants dans ces deux équations en faisant le quotient entre la 8 et la 9 par exemple. Et donc en faisant le quotient entre 8 et 9, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste finalement RB divisé par RA, IA divisé par IA, donc égal à 1, et Rx divisé par la résistance d'équilibrage. Donc on a cette relation qui, avec transformation de formule, pour mettre en évidence Rx, la résistance qui nous intéresse, c'est en fait, on voit en fait qu'elle dépend de la résistance d'équilibrage et du rapport en fait de RB sur RA. Donc RB, RA, on va essayer en fait de choisir ces résistants en mettant des multiples de 10, 100 pour en tout cas que ce multiple, ce sera par exemple 10 fois cette valeur-ci, donc la valeur qui sera lue pour être multipliée par 10 ou divisée par 10 ou multipliée par 100, etc. Voilà, alors pour l'exemple, on va... Donc ici on a construit un pont de Weston où vous avez la résistance Rx qu'il faudrait déterminer. Nous avons la résistance Ra qui a été définie comme résistance en 100 ohms et la résistance Rb, on a mis en fait trois résistances différentes qu'il est possible de sélectionner grâce, je vais dire, au deep switch qui se trouve ici. Donc résistance RB, pour la sélection 1, je suis à 10 ohms, sélection 2, 100 ohms et sélection 3, 1 kilo-ohm, de manière à ce que, en fait, Rx sera évidemment le produit de RB sur RA, c'est-à-dire RB, une de ces valeurs-là divisée par 100. Donc si je prends la valeur 1, 1 divisé par 100, donc ce sera divisé par 10, la valeur, je vais dire, la résistance d'équilibrage trouvée divisée par 10. Si la valeur, si je suis sur le choix numéro 2, et bien donc là, RA sur RB est égal à 1. Donc la valeur de Rx sera égale à la valeur de la résistance d'équilibrage. Et troisième cas, ici en tout cas, 1000 ohms. Donc ce serait alors RB sur RA, c'est-à-dire 1000 sur 100. Donc ça veut dire la valeur Rx à trouver sera 10 fois la résistance équivalente d'équilibrage. Alors ici nous avons notre résistance d'équilibrage. Alors comment ça se présente? Ceci n'est pas une boîte à D4, donc une boîte à D4 serait en fait des résistances de 1 à 10 et puis de 10 à 100, de 100 à 1000, etc. Ici, le système est un peu plus compact et c'est ce qu'on rencontre un petit peu plus dans la pratique. En fait, vous avez la possibilité de faire varier la résistance d'équilibrage entre 0 et 4095 ohms. En fait, ce qu'on a, c'est 12 résistances nommées en fait de R0 jusqu'à R11, dont la première avec des facteurs, des valeurs en fait résistives de 2 exposants n. 2 exposants 0, on est à 1 ohm, 2 exposants 1, 2 exposants 3, 2 exposants 4, etc. jusqu'à 2 exposants 11, 2048 ohms. Alors donc pour trouver la valeur de R équivalent, il faudra en fait court-circuiter ou non les différents interrupteurs que vous avez ici. Alors pour information, l'interrupteur lorsqu'il est sur on, ça signifie en fait qu'il y a un court-circuit entre les deux bornes de l'entrée et de la sortie de l'interrupteur. En clair, ça veut dire que la résistance ici est court-circuitée. Alors toutes ces résistances sont placées en série. Ça signifie en fait que la résistance équivalente sera la somme de toutes les résistances qui seront actives. Elles seront actives quand? Lorsque le B indice I, alors B indice I, j'ai appelé ça le bit du poids de la résistance. Alors j'ai mis une barre ici pour signaler en fait que pour que la résistance soit active, en fait l'interrupteur doit être
sur off, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être court-circuité. Si l'interrupteur est sur 1, donc variable directe, eh bien alors à ce moment-là, ma résistance vaut 0. Et donc elle disparaît en fait de, je vais dire, de la valeur de la résistance totale RE. Voilà, alors pour l'exemple du pont de Weston, comment procéder? Donc là j'ai placé une résistance de 100 ohms pour calibrer, pour vérifier comment ça fonctionne. Donc on commence avec tous les interrupteurs placés sur on. En clair, ça veut dire que toutes les résistances ici sont court-circuitées, donc R égale 0. Ici on mesure en fait le déséquilibre, on a un déséquilibre de 4 volts. Alors la procédure, c'est de commencer à activer les résistances de plus grande valeur et voir ce qui se passe. Donc si j'active la résistance R11, je vois en fait que j'ai un déséquilibre de moins 4 volts. Alors le principe, c'est d'essayer de trouver le plus petit déséquilibre en commençant par la droite. Donc ici j'ai trouvé moins 4 et plus petit déséquilibre positif. Donc je suis à moins 4, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre le suivant. Je vois que je suis à moins 367. Je le recourt-circuite, je passe à la suivante. Je suis à moins 3. Moins 3 c'est encore plus petit. Donc on va aller au suivant. Je passe à moins 1,95. Que je recourt-circuite de nouveau. Ici, là, je passe en millivolts. Je suis à moins 545. R6, là, je suis en positif. En positif avec 972 millivolts. Je vais vérifier. Si en passant sur R5, ce ne serait pas plus petit par hasard. Eh bien non, là, je suis à 2,28 volts. Donc, je vais garder finalement ma résistance R6 et je vais continuer comme ça jusqu'au bout. Ça va quand même relativement vite. R5, donc si j'active, là je vois que je tombe à 90,5 millivolts. Par contre, si je mets R4, là je suis à 492, je suis plus élevé, donc je vais garder R5 90,5. même chose, donc je descends, là je repasse en négatif. Donc là, je m'éloigne de ma valeur d'équilibre qui est 0, en tout cas théoriquement. Je prends R3, là, même chose, je pars de nouveau dans des valeurs négatives. R2, voilà, et voilà. Ici on a retrouvé l'équilibre. Évidemment, c'est un simulateur, donc l'équilibre parfait est possible. Ça signifie quoi? Si je vais dans le cas suivant, lorsque j'ai atteint mon équilibre, j'ai atteint l'équilibre lorsque R6 est active, R5 est active et R2 est active. Donc en réalité, la mise en série de toutes ces résistances correspond à R2 plus R5 plus R6. Alors quelles sont les valeurs de R2, R5 et R6? Je reviens juste avant, elles sont notées ici, mais on pourrait faire le calcul étant donné que les résistances sont toutes choisies comme étant des valeurs de 2 exposants I étant le rang choisi. Donc je suis ici à 2 exposants 2, plus 2 exposants 5, plus 2 exposants 6, ce qui nous fait une résistance de 100 ohms. J'avais choisi ici la valeur de RB égale à, sur le choix numéro 2, c'est-à-dire je suis à 100 ohms sur RB. Donc RB sur RA vaut 1. Donc finalement, notre résistance inconnue est égale à 100 ohms. Voilà, alors un autre moyen pour utiliser un autre moyen de mesure en utilisant également le pont de Weston. Là, on ne va plus s'occuper d'essayer d'équilibrer une résistance. On va plutôt mesurer les écarts, le déséquilibre et essayer de trouver la relation entre le déséquilibre
et la résistance. Alors ce principe est utilisé plutôt en industrie lorsque on doit réaliser des mesures de température à base de thermistance par exemple, ou mesures de force avec des jauges de contrainte ou mesures d'intensité lumineuse. Enfin, il y a toute une série de capteurs, de transducteurs en fait qui sont basés sur ce principe et qui sont insérés dans un pont de Weston pour essayer finalement de déterminer la valeur physique. Alors dans ce principe, là on va essayer de s'arranger, on s'arrange en fait pour avoir les résistances identiques ou presque identiques. Donc ici pour l'exemple, on a placé volontairement des résistances relativement proches mais qui ne sont pas égales parce que dans la pratique, les résistances sont déterminées à quelques pourcents près. On parle de 1% ou 0,5% pour les résistances les plus précises. Pour l'exemple, on a pris 2% d'incertitude sur les résistances. Et ensuite, donc, que va-t-on faire? Donc, la sonde, en fait, ou je vais dire le transducteur qui est finalement le reflet d'une valeur physique et qui va modifier sa résistance en fonction de la variation de cette valeur physique, eh bien on va plutôt mesurer son écart que l'on représentera par delta x. Cet écart va provoquer en fait notre déséquilibre qui sera au final mesuré par l'appareil de mesure. Alors, comment faire? Donc, dans un premier temps, eh bien, on va exprimer finalement, encore une fois, la tension entre C et D, hein, donc la tension qui va mesurer le déséquilibre, et donc évidemment on l'exprime comme tout à l'heure comme étant la somme de UCB plus UBD ou alors UCB moins UDB. C'est ce qu'on a représenté ici. Alors si on remplace, évidemment on a affaire ici à un diviseur de tension. Donc on peut facilement exprimer UCB en fonction finalement de V1. V1 c'est UAB, hein, c'est la même chose. Hein. En fonction des résistances, donc je rappelle diviseur de tension, V1 multiplié par RB divisé par la somme des deux R. Ce sera la même chose évidemment pour la tension entre D et B, hein, qui sera évidemment le quotient entre finalement V1 multiplié par Rx sur la somme des deux résistances. Alors dans notre cas ici particulier où on va avoir les résistances identiques et donc on part évidemment au niveau théorique. Donc si RA, RB et RC, de même que Rx au départ est égal à R, eh bien notre diviseur de tension va se simplifier pour au final donner une expression toute simple. Donc la tension entre C et B dépend de la tension d'entrée V1 divisé par 2. La tension entre B et D par contre, là, dépend toujours de V1, de Rx sur Rc plus Rx, et évidemment Rc étant égal à R, dans notre cas ici présent, et Rx étant égal à R, plus l'écart en question, plus le delta R. Donc on a cette expression-ci qui peut se simplifier. Donc si on remplace là-dedans dans notre expression de départ UCD, on va retrouver une expression de cette forme-ci, que l'on va évidemment réduire au même dénominateur et essayer de simplifier. Donc après réduction au même dénominateur, on voit bien que la tension dépend toujours de tension d'entrée d'une certaine relation entre le delta Rx, donc l'écart produit par le transducteur Rx. D'accord. Au niveau du dénominateur, les écarts étant relativement faibles par rapport à 2 fois la résistance Rx de départ, on peut évidemment négliger ce delta Rx par rapport à 2R. Donc ce qui peut simplifier notre équation et nous donner une forme
finalement relativement simple, donc il ne dépend que de la tension d'entrée et du rapport en fait de delta Rx sur 4R. Alors petite remarque, ici le résultat du calcul nous donne en fait un signe négatif. Signe négatif, ça signifie simplement que si on veut obtenir un signe positif, eh bien il suffit de changer les polarités au niveau de notre appareil de mesure. Et donc on change UCD en UDC et donc on va retrouver quelque chose de, je vais dire, de positif. Ouais, j'avais oublié un petit quelque chose quand même. Donc dans ce montage, il est toujours possible de trouver finalement votre écart, donc le déséquilibre que vous allez mesurer en fonction finalement des résistances si elles sont toutes différentes. D'accord ? Et donc, par une simple transformation de formule, il est toujours possible de retrouver la valeur de Rx en fonction finalement de UCD, donc la valeur qui est mesurée, V1, la tension d'entrée, et les autres résistances qui doivent être bien évidemment connues. Voilà, voilà un petit exemple de tracé de courbe de finalement la tension CD en fonction de quoi? En fonction de la résistance. Si on introduit soit dans un logiciel de tracé de courbe, on va retrouver en fait donc pour évidemment notre exemple ici, donc j'ai bien introduit RA, RB, RC avec les valeurs qui sont notées ici, et par contre j'ai fait varier Rx entre 90 et 110 ohms, et on voit en fait que pour ces valeurs-ci, j'aurai un équilibre lorsque Rx en tout cas, serait égal à 102 ohms. Là, j'aurai mon 0 volt. D'accord? Alors, évidemment, dans la pratique, évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est de trouver la valeur physique. J'ai pris ici, par exemple, je vais dire le cas où on souhaite mesurer une résistance à partir d'une thermistance à coefficient de température positive que l'on va finalement retrouver avec la norme ici DIN 43760 que je retrouve là juste après pour information. Donc la sonde PT100 est définie à une valeur de 100 ohms lorsqu'on est à 0 degré, et donc cette norme va décrire en fait l'évolution de la résistance en fonction de la température. Alors nous avons un tableau parce que dans la pratique la liaison n'est pas linéaire. Si on veut aller voir un petit peu plus loin, en fait les différents points de mesure, donc la résistance, l'évolution de la résistance par rapport je vais dire à la température, va se retrouver sur la courbe en bleu, et si on avait tracé une droite, la meilleure droite qui passe par l'ensemble des points, on aurait la courbe en rouge. On voit qu'on a des très légères différences au niveau de la résistance. Dans la pratique, et lorsqu'on va utiliser les calculateurs, on va linéariser évidemment, mais si on veut plus de précision, il est préconisé en fait d'utiliser le tableau ici. Comment lire le tableau? Si j'ai par exemple une valeur de 44 degrés, je vais me retrouver avec une résistance de 117,08 ohms, donc c'est déterminé avec le centième d'ohm en fait pour la définition. Alors dans les systèmes, je reviens un petit peu dans les systèmes industriels, pour l'exemple ici, donc mesure de la température. Donc ce qu'on fait, c'est donc mesurer la tension, donc la courbe de la tension en fonction du déséquilibre résistif
est ici représentée en bleu. Donc plus la résistance augmente, plus on s'éloigne en clair de 0 degré, pour l'exemple ici, de la mesure de température, et puis en fait je vais avoir une tension qui va être négative dans ce cas-ci. Et donc la mesure, connaissant en fait l'équation de ma courbe de tension en fonction de la résistance, je peux facilement retrouver ma valeur de la résistance. Et au final, la valeur de la résistance va correspondre en fait à une valeur en degrés, je vais dire en température. Alors, et donc là, on pourra utiliser alors un calculateur qui va directement lier la valeur mesurée en valeur de température.